Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition rétrospective de ce dimanche 5 décembre 2021. Ouvrons cette édition avec du sport, les interclubs de la CAF. Seul le tout-puissant Mazembe, le représentant de la République démocratique du Congo, a arraché sa qualification pour la phase de groupe en réussissant en Afrique du Sud un match nul, vierge, des 0 buts partout grâce à sa courte victoire enregistrée à Lubumbashi. L'équipe de Moïse Katumbi Chapoué a validé son ticket pour la phase de groupe. Dans l'entretemps, l'Union, plutôt l'AS Maniema Union a été éliminé par les Égyptiens de Pyramide Football Club en se faisant battre sur la marque de 0-1, alors que à l'aller ici à Kinshasa, les unionistes ont aussi enregistré une défaite, une courte défaite évidemment, face à cette formation des Égyptiens sur la note de 0-1. Le Danklo Motema Pembe, malgré sa petite victoire devant le Nigérien de gendarmerie nationale, la marque sous la marque évidemment d'un but à 0 à Kinshasa au stade de Martyrs, les Tupamaros n'ont pas pu arracher la qualification pour la phase de groupe, tout simplement parce qu'il a été battu au Niger sur la marque de 2-0. Allez, on va changer de chapitre, on va prendre à présent politique. Vous le savez, la quatrième vague est déjà dans nos murs. C'est pourquoi, après la réunion que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenue ce samedi, dans la soirée avec des parties prenantes, un certain nombre de mesures a été pris plutôt dans le cadre de prévention. Je vous propose un extrait des mesures lues par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Des cas de Covid-19 en République démocratique du Congo, à l'apparition du nouveau variant Omicron en Afrique australe et à la recrudescence de la pandémie dans plusieurs pays du monde, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier samedi 4 décembre une réunion du comité multisectoriel de riposte élargie à la task force présidentielle. Au cours de cette réunion, une série de mesures a été prise. Ces dernières ont trois objectifs principaux. Limiter l'importation des cas infectés, limiter l'importation des variants dangereux, augmenter la couverture vaccinale dans les populations cibles. C'est ainsi que les mesures de prévention suivantes ont été mises à jour et renforcées. 1. Le port obligatoire et correct des masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement et tous les édifices publics. Il s'agit d'un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matière jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et le menton, destiné à empêcher la contamination par une proximité ou contact entre personnes. Les accessoires en tissu des types bandana, écharpe ou foulard ne peuvent plus être assimilés à des alternatives au masque. 2. Le renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public, impliquant la prise de la température corporelle, le lavage de mains à l'eau et au savon et ou l'application des gels hydroalcooliques. 3. Les stricts respects de la distanciation physique en tout lieu. 4. Pour tout accès au territoire national, l'obligation aux voyageurs de présenter à la frontière une attestation médicale du test Covid-19 PCR négatif réalisé en dehors 72 heures du départ dans les pays d'origine ou de provenance. Allez, vous avez déjà suivi l'intégralité de cet élément sur Face Télévision, puisque nous avons eu les relais de la RTNC, mais faites-nous confiance parce que vous aurez un élément élaboré déjà demain dans toutes nos éditions et évidemment l'intégralité sur Face Télévision qui passera
en boucle. Alors, pour faire complet sur ces dossiers, le président de la République, je vous rappelle qu'il a tenu une réunion avec les comités sectoriels de la lutte contre la COVID-19 et le Premier ministre ainsi que quelques ministres ce samedi tard dans la nuit à la cité de l'Organisation de l'Unité africaine. C'est l'élément que je vous propose et on se retrouve ça. Des nouvelles mesures en vue de faire face à l'apparition du nouveau variant de la COVID-19 appelé Omicron qui fait déjà des ravages en Afrique australe. Autour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce samedi tard dans la soirée, le comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19 sous la direction du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, il était question de présenter le rapport de la situation liée à l'évolution de la pandémie dans le pays. Il en ressort que des nouvelles mesures seront rendues publiques dans les heures qui suivent, cela dans le but de protéger la population contre ce nouveau variant de Covid-19 dont la capacité de mutation est presque 2 fois plus vite que les autres variants déjà observés dans plusieurs pays. Les différents rapports qui ont été faits ces derniers jours au gouvernement attestent de la montée des cas de Covid. Et le Premier ministre, à ses propos, avait réuni le comité multisectoriel le 30 novembre dernier. Il était donc question de venir faire le rapport au président de la République pour qu'avec lui, on puisse disposer et décider des mesures qui doivent être prises pour permettre, premièrement, de protéger nos populations, parce que c'est l'idée des départs, de voir comment accroître la couverture vaccinale qui est devenue notre pilier dans la stratégie. Et le président de la République est ému par une seule volonté, c'est celle d'abord de protéger et de rassurer les populations, que toutes les mesures sont prises pour que la santé soit préservée, premièrement. Deuxièmement, il n'est pas question de faire paniquer les uns les autres, parce que ça fait 2 ans que nous vivons avec ces virus, et vous avez vu qu'à plusieurs fois, nous avons pris des mesures qui ont permis de réduire la nocivité. Ici, je vais simplement demander à la population de faire confiance au président de la République, au gouvernement et à toute l'équipe scientifique qui guide l'action du président de la République à ses propos. Nous prendrons des mesures qui tiennent compte de leur santé d'abord et nous prendrons des mesures qui tiennent compte aussi du contexte, notamment du contexte des fêtes. Mais la protection doit venir avant la célébration. La protection doit passer avant tout, le porte-parole du gouvernement l'a si bien dit. Ainsi donc, la population congolaise devrait s'attendre à des nouvelles restrictions à l'approche des festivités de fin d'année. Alors, on va rester dans les encablures de la présidence de la République, cette fois-ci pour vous proposer la semaine du président, une semaine qui a été sous-chargée pour le chef de l'État parce qu'elle a déjà débuté à Luanda où le chef de l'État a participé à la biennale de Luanda. Le chef de l'État, le président de la République a aussi pris part par visioconférence au sommet Chine-Afrique. Il a également inauguré la Caisse nationale de solidarité sociale des agents publics de l'État. La suite 2 activités dans cet élément, la semaine du président. Regardez. Le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé en Angola à la Biennale de Luanda, un forum panafricain organisé tous les 2 ans pour promouvoir la culture de la paix. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont João Lourenço de l'Angola, pays hôte, Marcelo Souza du Portugal, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, Villanova de Sao Tomé et Principe et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo ont participé en présentiel à ces forums visant la prévention de la violence et la résolution des conflits en encourageant les échanges culturels en Afrique, le dialogue entre les générations et la promotion de l'égalité des sexes. La Biennale de Luanda a été organisée en partenariat entre l'UNESCO, le gouvernement de l'Angola et l'Union africaine. De retour au pays, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé par visioconférence à partir de la cité de l'Union africaine au sommet Chine-Afrique organisé à Dakar au Sénégal. Approfondir le partenariat Sino-Afrique et promouvoir le développement durable pour bâtir une communauté d'avenir partagée dans la nouvelle ère
est le thème débattu au cours des assises. Dans son intervention, le président en exercice de l'Union africaine a encouragé les choix d'un dialogue constructif et sincère en vue de définir les principales orientations de la coopération sino-Afrique pour les 3 prochaines années. Toujours au pays, la Caisse nationale de solidarité sociale des agents publics de l'État vient d'être dotée d'un nouveau siège administratif. Ce bâtiment moderne a été inauguré par le président de la République. La CNSAP a été créée pour organiser et gérer les prestations de sécurité sociale des agents publics de l'État et leurs familles dans un régime contributif, a précisé le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, dans son allocution des circonstances. La mise en place de la CNSAP devrait améliorer tant soit peu la situation des retraités et de l'administration publique. La fraude minière dans le Lualaba doit être enrayée en vue de permettre à cette province d'accroître les recettes de l'État et assurer son développement. Ce sont notamment les directives du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka. Au sortir de cette entrevue à la Cité de l'Union africaine, l'autorité provinciale du Lualaba a dit avoir présenté au chef de l'État la situation générale de la province sur le plan sécuritaire, économique, minier et des infrastructures avec des grands travaux de routes ainsi que d'autres chantiers prioritaires, en l'occurrence les travaux de l'aéroport de Kolwezi qui se poursuivent sans désemparer, conformément aux orientations du chef de l'État, a-t-elle rassuré. Allez, d'une institution à une autre, parlons à présent de la primature. C'est donc les activités de la semaine et que nous avons retenues dans le cadre de cette rétro. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, a échangé avec la délégation du Comité international de la francophonie pour se rendre compte de préparatifs de la 9e édition des Jeux de la francophonie. Il a également reçu la délégation de l'Equity Bank, plutôt BCDC, pour échanger autour de la mission économique kenyane en République démocratique du Congo. Suivez. International des fédérations. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience ce jeudi 2 décembre 2021 à la primature la délégation du Comité international de la francophonie venue lui présenter le rapport sur l'évaluation des préparatifs de la 9e édition du Jeux de la francophonie que la RDC prépare. C'est le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga, qui a conduit cette délégation auprès du Premier ministre. Il était question au cours de ces échanges de présenter au chef du gouvernement la situation actuelle des préparatifs de ces Jeux que la RDC s'apprête à organiser en août 2022, a confié à la presse Zeina Mina, directrice du Comité international des Jeux de la francophonie. Accompagné des experts du Comité international des Jeux de la francophonie dans tous les secteurs organisationnels, ainsi que des délégués internationaux des fédérations internationales sportives. Aujourd'hui, nous avons souhaité faire une mise au point, vraiment éclairer le Premier ministre sur la situation actuelle des Jeux, des retards accusés, des enjeux, vraiment des échéanciers pour pouvoir vraiment répondre à la volonté de son Excellence Président de la République pour pouvoir tenir les Jeux en été, cet été, en août 2022. Selon Zeina Mina, le chef du gouvernement s'est montré rassurant et déterminé quant à l'organisation des 10 Jeux l'année prochaine. Il n'y a pas que les sports, il y a la volonté, il y a la détermination. Donc aujourd'hui, nous avons vu un Premier ministre déterminé, entouré du ministre de l'intégration régionale, de tout son cabinet. Et nous sommes rassurés qu'il y a vraiment la volonté, elle y est évidemment, et il nous a promis que les moyens seront mis à disposition pour accompagner le directeur national des Jeux. Pour sa part, Isidore Kwanja Ngembo, directeur national des Jeux, s'est dit heureux pour la volonté du gouvernement de mettre tous les moyens pour l'organisation de ces Jeux. Nous sommes très heureux d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. À l'arrivée de la mission, nous étions reçus et maintenant que la mission arrive à terme,
Nous sommes revenus pour faire les rapports à son Excellence Monsieur le Premier ministre. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience à la primature ce jeudi 2 décembre 2021 une délégation de la banque Equity BCDC conduite par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa. Selon le directeur général d'Equity BCDC, Célestin Moukeba, cette délégation est venue faire la restitution de la mission économique qui se déroule au pays entre les entrepreneurs et les opérateurs économiques de la République démocratique du Congo et des investisseurs venus de la République du Kenya. Une mission économique importante qui va se dérouler pendant 2 semaines, soit du 30 novembre au 13 décembre 2021. Le but est de nouer des partenariats profitables. Nous sommes venus voir le Premier ministre, son Excellence le Premier ministre. C'est pour lui faire la restitution de la mission économique qui se déroule en République démocratique du Congo. C'est déjà depuis le 30 novembre que la mission a été lancée avec 253 investisseurs qui sont venus de notre pays frère, la République du Kenya. Et les entrepreneurs congolais ont répondu présents en souscrivant ou en s'inscrivant dans la plateforme. On a pu mobiliser à peu près 2000 entrepreneurs congolais qui sont venus nouer les partenariats avec les 250 qui sont là. Dans le cadre de cette mission économique, des panels de discussion ont été constitués, dont le plus important a permis de présenter les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. Avec plusieurs panels, il y avait un panel ministériel avec la présentation des opportunités de la République démocratique du Congo. On sait qu'il y a beaucoup de défis à relever. Les défis de l'autosuffisance alimentaire, les défis énergétiques, les défis dans le domaine de la santé, de l'infrastructure. Donc ces investisseurs sont vraiment des champions dans l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Le deuxième volet que le groupe COA a dû présenter, c'est le moyen mobilisé pour accompagner ces investisseurs qui seront déterminés à investir en RDC. Il y a les partenariats qui sont noués avec les institutions de développement. Il y a des fonds de garantie qui sont mobilisés, par exemple, avec les institutions de développement comme la Banque mondiale, comme AFC et les autres partenaires pour accompagner les petites et moyennes entreprises à se développer. Donc il y a un engagement fort qui s'inscrit dans la vision de la banque d'être le champion de la prospérité socio-économique des Africains. Signalons par ailleurs que cette mission économique kenyane sur le territoire congolais fait suite à l'accord de coopération signé en avril 2021 entre les présidents de la RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et du Kenyan Uhuru Kenyatta en vue de promouvoir les investissements entre les deux pays. Cette mission économique kenyane va visiter 4 villes de la RDC dont Kinshasa, Goma, Mbuji-Mayi et Lubumbashi pour explorer les opportunités d'investissement. Et le transport aussi a retenu notre attention dans le cadre évidemment de cette rétrospective. Le ministre de Transport, Voies de Communication et des Désenclavements, Chéribin Okende, a procédé ce mardi 30 novembre 2021 à l'inauguration de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma. La construction en 17 mois de ces bijoux architecturaux qui répond aux standards internationaux a été financée par la Banque mondiale à travers la cellule d'exécution de projets et transport multimodal pour un coût de plus de 3 millions d'euros. Tout de suite après l'inauguration officielle de la nouvelle tour de contrôle, le ministre de Transport, Voies et Communication et Désenclavement s'est entretenu avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima. Les deux ont évalué les secteurs de transport en commun dans cette province de l'Est du pays. De la RVIA Goma par la coupure du ruban symbolique avant jour qui sera ponctué par les de la province du Nord Kivu, mon général. Nous allons suivre en premier lieu les qualités respectives, mesdames et messieurs. Contrôle
nouvellement construit. Un seul caméraman et un seul photographe aura l'accès dans la tour des contrôles. Merci. La République démocratique du Congo refuse de rester cet État qui ne respecte pas les normes internationales en matière de l'aviation civile. La République démocratique du Congo refuse de rester toujours cloîtrée dans cette fameuse liste noire de l'Union européenne. Voilà pourquoi, sous l'impulsion du chef de l'État, Son Excellence Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, Premier ministre chef du gouvernement, m'encourage de venir en ces lieux pour inspecter les travaux réalisés et donner le signal d'une nouvelle espérance pour l'aviation civile de la République démocratique du Congo. Sous l'impulsion du chef de l'État qui a confié au ministère des Transports et Voies de communication l'aspect du désenclavement. Aujourd'hui, nous avons essayé de survoler les priorités en ce qui concerne le sous-secteur aérien, sous-secteur routier, sous-secteur fluvial et lacustre de la province du Nord Kivu, qui puisse nous permettre que si les actions coordonnées sont réalisées, que nous aurons l'efficience, nous obtenions l'efficience du désenclavement. Et l'approche du gouverneur nous conforte également dans la conviction que nous avons que dans un temps record, en mettant à contribution tout le monde, nous pouvons relever le défi du désenclavement de cette province. Le temps est arrivé où le chef de l'État voudrait que nous relevions le défi de notre sous-développement. Nous avons un pays béni de Dieu, nous avons toutes les richesses scandaleuses qui puissent exister au monde, dans ce pays-ci, mais nous avons aussi ce paradoxe qui nous anéantit. Nous avons des populations plus pauvres de la planète. Aujourd'hui, sous l'impulsion du chef de l'État, il y a moyen de changer de paradigme pour que le Congolais puisse avoir une nouvelle espérance de vivre de manière prospère dans un État fort, un État prospère et solidaire. Et nous en sommes capables. Alors on va à présent parler de la sécurité puisqu'elle a marqué aussi la semaine, donc la situation sécuritaire en Ituri et toutes les conséquences qui s'en suivent. Ces sujets ont été exposés au président de l'Assemblée nationale, Mbotso Christophe, par les victimes de la province de l'Ituri. Cette délégation n'a fait que transmettre le message de la base qui s'est dit victime d'une guerre dont elle n'est pas auteur. Regardez. Un message des Ituriennes et Ituriens au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampouanga, pour mettre fin à l'insécurité qui gangrène cette partie du pays. C'est ce qu'on peut retenir de l'audience que le speaker de la Chambre basse a accordée à la délégation des victimes de la province de l'Ituri. Au sortir de cet échange, les porte-parole de la délégation s'est voulu rassurant quant aux réponses de l'honorable président. Nous venons d'être reçus par le président de l'Assemblée nationale et nous avons transmis les messages dont il était question de la part de la base et nous avons eu des réponses très réconfortantes de la part de l'honorable président de l'Assemblée
et qui reflète même cette volonté qui est présente pour qu'on arrive quand même à finir avec cette tragédie de l'Est. Nous avons transmis le message, c'est l'essentiel, et l'objet de notre émission à Kinshasa, et nous avons eu des réponses telles que nous venons de les répéter, très encourageantes de la part de l'honorable président de l'Assemblée. Nous demandons encore de ne pas perdre espoir. Je crois que la volonté d'en finir avec cette misère qui leur a été imposée gratuitement est là. Et nous l'avons senti par le biais du président de l'Assemblée nationale. La délégation des victimes de la province de l'Ituri, identifiée au nom du groupe 5A, a lancé un message d'espoir, car la volonté d'en finir avec cette misère qui lui a été imposée est manifeste. La délégation en a eu la preuve à l'issue de cet échange avec les speakers de la Chambre basse du Parlement. Allez, sécurité toujours. L'armée ougandaise se trouve bel et bien sur le sol congolais et elle a démarré avec des frappes aériennes et des tirs d'artillerie lourde sur les positions des terroristes ADF en République démocratique du Congo, a communiqué Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, à la population congolaise et la communauté internationale d'une manière officielle au cours du briefing de ce mercredi 1er décembre. Compte rendu Patricia Moini et Pascal Kalonji. Ça s'appelle rétropédalage, 24 heures après la mise au point du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya sur une probable présence ougandaise en RDC. Les faits se sont avérés vrais et le ministre est revenu sur ses propos. Les trios Mouyaya, Léon Kassonga et Pierrot Mwanamputu ont confirmé devant la presse cette présence qu'ils ne cessent d'alimenter les débats. Selon le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, la traque des ADF de manière commune entre les deux pays, l'Ouganda et la RDC, pour neutraliser l'ennemi commun. Nous savons tous que nous avons un passé difficile avec nos pays voisins, parce que les mécanismes que nous avons mis en place avec l'Ouganda, nous l'avons mis en place aussi avec le Rwanda. Parce que notre sécurité, à eux comme nous aujourd'hui, dépend de la nature de notre collaboration. Nous n'oublions rien de notre passé. Nous n'oublions rien, il y a des mécanismes qui ont été engagés. Mais parce qu'aujourd'hui, et eux et nous, nous faisons face à un ennemi commun, qui est terroriste, qui n'a pas de frontières, qui décime, à la fois en Ouganda et chez nous. Nous avons l'obligation d'agir ensemble, comme dans toutes les zones du monde où il y a les terroristes. Général et chargé de communication de FARDC, Léon Kassonga revient sur ce qu'il avait dit le lundi et justifie les actions menées contre les ADF. Compatriotes, que la communication qui est faite autour des opérations militaires, elle est mesurée, elle est calculée. Une planification militaire n'est pas un gâteau à partager à l'occasion d'un banquet, un événement stratégique très important qui doit être entouré de beaucoup de secrets pour maximiser les succès. Le 29, qu'il n'y avait aucun soldat ougandais chez nous, croyez-nous, il n'y en avait pas. Mais maintenant, comme le disait le ministre hier, que la situation est évolutive, qu'en fonction de la menace, cette situation pouvait évoluer, elle a évolué. Pendant ces temps, l'intervention ougandaise sur les sols congolais divise les Congolais. Les uns soutenant cette démarche, d'autres la désapprouvent. Dossier à suivre. Allez, sécurité toujours. Adou Abari, ambassadeur du Niger aux Nations Unies et président en exercice du Conseil de sécurité de l'ONU, apporte son soutien total à la République démocratique du Congo et à l'Ouganda dans la mutualisation de forces pour traquer les ADF et tous les autres groupes rebelles, sémant évidemment la terreur à la partie est de la RDC. C'était lors d'un point de presse d'avant les activités du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Le frappe conjoint des armées de la RDC et de l'Ouganda contre les ADF dans la partie est de la République démocratique du Congo sont suivis avec beaucoup d'attention au siège du Conseil de sécurité des Nations Unies. Devant ces frappes, l'ambassadeur du Niger aux Nations Unies et le président en exercice du Conseil de sécurité de l'ONU a salué l'accord entre les deux pays pour traquer les ADF. L'information a été livrée lors d'un point de presse tenu dans le cadre des activités du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour le président en exercice du Conseil de sécurité des Nations Unies, cette initiative louable, étant donné que l'Est de la République démocratique du Congo a depuis plus d'une décennie sombré dans une insécurité totale. Et c'est une bonne initiative que la RDC et l'Ouganda mettent leurs forces ensemble contre non seulement les ADF, mais aussi la multitude de groupes armés qui pullulent dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ainsi, Abdou Abari a invité d'autres pays d'Afrique centrale en proie aux groupes armés d'emboîter les pas et de s'inspirer de ces genres de collaboration en se servant de ce qui a été fait au Sahel avec le G5 Sahel, une force conjointe regroupant le Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Mali et le Burkina Faso. Notez que l'ambassadeur du Niger à l'ONU a martelé sur la nécessité de la mutualisation de forces et d'avoir une volonté politique d'en découdre avec les groupes terroristes ou armés. La question sur la mutualisation des opérations à l'est de la République démocratique du Congo, Maître Delattre Mumba, analyste politique, soutient que c'est une bonne décision pour que cette partie du pays vive en paix. Vous savez très bien que lorsque le pays est menacé et que la menace est repérée dans toute sa dimension, l'obligation revient au gouvernement de prendre des dispositions pour établir la paix et une paix durable. Ce qui fait que, à cause de cette menace des ADF, qui n'a pas commencé aujourd'hui, dont elles tirent leurs origines de l'Ouganda, qui est un pays voisin, la RDC était dans l'obligation ou est dans l'obligation de pouvoir coopérer, n'est-ce pas, avec ce pays, dans l'objectif de pouvoir rétablir la paix. Pourquoi? Eux tirant les origines en Ouganda, opérant et en Ouganda et en République démocratique du Congo, notre pays, nous devons nous échanger des informations pour éradiquer totalement, n'est-ce pas, ces mouvements rebelles qui menacent la paix tous les jours, qui tuent nos frères, nos sœurs, nos papas, nos mamans, qui les tuent chaque jour et vous avez les informations. Et pourquoi en ces moments-là ne pas se mettre ensemble pour les éradiquer? Parce qu'on peut les finir ici au Congo. On peut les éradiquer seuls. Malheureusement, ils seront encore en Ouganda, d'où ils ont commencé. Et en étant là, ils pourront encore remettre en cause notre sécurité dans le jour qui viennent. Nous sommes d'accord, on peut les terminer tous ici chez nous. Mais malheureusement, s'ils restent encore en Ouganda, l'Ouganda les pourchassant, ils viendront encore ici chez nous. Ils sèmeront encore la terreur. Ils tueront encore nos frères. Par conséquent, pour éviter cela, que nous pouvons les exterminer ici et qu'ils restent en Ouganda et qu'en restant en Ouganda, ils seront encore une menace pour nous, qu'est-ce qu'on fait? On va mutualiser nos forces. On les extermine des deux côtés. Comme ça, si ici c'est fini et que là aussi ils n'existent plus, nous serons en paix pendant longtemps. Donc cette mutualisation a sa raison d'être et il faut l'appuyer. C'est pour le rétablissement de la paix et de la paix durable dans notre pays. C'est un peu par rapport à ça que je demanderai aussi à tous les Congolais de pouvoir soutenir cela. Et je le redis encore une fois, si nous terminons ces ADF ici en RDC et qu'ils restent encore en Ouganda, l'Ouganda va continuer à les pourchasser. Finalement, ils rentreront en RDC, on ne sera pas encore en paix. D'où il faut les exterminer de deux côtés. Et là, nous serons tous en paix. Tout
Tout à fait autre chose à présent. Ils n'ont pas tardé de réagir après leur rencontre avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les évêques membres de la CENCO ont d'abord annoncé leur départ de la plateforme de confession religieuse avant d'appeler le président de la République à faire preuve d'ouverture afin d'assurer les parties prenantes au processus électoral, la transparence et l'inclusivité. Patricia Moine. Toute la classe politique, la société civile et les mouvements citoyens attendent de voir l'Église catholique donner sa position officielle après sa rencontre avec le président de la République, Félix Tshisekedi. C'est ce qui a été fait et la première décision est sans surprise. L'Église catholique a annoncé sa suspension de la participation de la plateforme de confession religieuse Abbé Donatien Chollet. Ils ont décidé de suspendre la participation de l'Église catholique dans la plateforme de confession religieuse. Les évêques membres de la CENCO ont aussi réfléchi sur les questions brûlantes de l'heure qui touchent directement la population congolaise en général, notamment la question sur l'état de siège, les processus électoraux et tant d'autres. Sur toutes ces questions, le prélat interpelle le président de la République. Pour garantir le caractère apaisé du processus électoral, ils ont levé l'option de demander à qui de droit à faire preuve d'ouverture afin de rassurer toutes les parties prenantes de la transparence et de l'inclusivité du processus électoral. Affectés par le nombre croissant de morts, des déplacés internes et la résurgence de massacres dans le province en état de siège, les évêques ont aussi formulé quelques recommandations au président de la République. Et la réponse du berger à la bergère n'a pas tardé à venir. Le évêque Dodo Kamba, c'est donc lui qui portera la lourde charge de cette plateforme. C'est ainsi qu'en a décidé le groupe des 6 après les départs de l'ECC et des catholiques. Cette décision est tombée après l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est clôturée ce jeudi 2 décembre 2021. Il fallait s'y attendre après le départ des protestants suivis des catholiques de la plateforme confession religieuse. Les 6 ont décidé de continuer seuls leur chemin pour faire avancer les choses et ne pas laisser leurs sentiments bloquer la marche du pays. Le jeudi 2 décembre, les 6 autres membres de la plateforme des confessions religieuses réunis à Kinshasa ont pris acte de la décision prise par la conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et l'église du Christ au Congo ECC de quitter délibérément la plateforme conformément à l'article 13 de leur charte. Déterminés à aller de l'avant, ces membres ont procédé à la désignation de nouveaux animateurs de leur plateforme pour la redynamiser et lui permettre de jouer son rôle dans le contexte de l'organisation des élections en RD Congo. Cela ressort du communiqué final. Les membres de la plateforme ont suivi la déclaration de l'Église du Christ au Congo du 27 octobre 2021 par laquelle elle prenait la décision de rompre avec les 6 confessions religieuses signataires du procès verbal de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, et d'un membre de la plénière. Ainsi, la plénière de la plateforme a, conformément à l'article 15 de sa charte, élu l'Église du Réveil du Congo, représentée par son représentant légal, l'évêque général Israël Dodon Kamba Balanganaï, à la présidence de la plateforme, et la communauté islamique en RDC, représentée par son imam représentant légal, Cheikh Abdallah Mangala Louaba, à la vice-présidence. Dans la nouvelle mise en place au niveau de la plateforme confession religieuse, même le siège a été aussi déplacé. 6. Par la même occasion, conformément à l'article 2 de la charte, les membres de la plateforme ont décidé de transférer les sièges de la plateforme du numéro 59 de l'avenue Mont-Virunga dans la commune de La Gombe à la villa 80 du quartier Joli Parc à Montfléry dans la commune de Ngaliema.
Après leur divergence de vues non conciliables dans les choix de celui qui devait conduire la Commission électorale nationale indépendante, les deux confessions, c'est-à-dire Senko et SCC, n'ont pas été écoutées. C'est ainsi qu'elles ont décidé de suspendre leur participation aux activités de la plateforme. Avant leur départ, la Senko assumait la présidence et l'SCC la vice-présidence, qui reviennent aujourd'hui respectivement à l'ARC et à la Comico. Allez, on va revenir sur la conférence de presse de la Senko pour justement vous informer que les évêques de cette confession religieuse ont affirmé leur soutien au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, dans sa détermination de mettre en œuvre la gratuité de l'enseignement de base et de combattre les antivaleurs. Ils ont fait l'état de lieu de la rentrée scolaire 2021-2022, des revendications des enseignants et des négociations en cours avec les syndicats. Ils se sont rendus compte que tout se ramène à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Invité pour éclairer la lanterne des évêques, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le PST, leur a expliqué la politique de son ministère pour la mise en œuvre de la gratuité et pour combattre les antivaleurs. Allez, la date du 1er décembre 2021, curieusement, est tombée cette semaine, donc ça fait notre point dans cette rétrospective, est une date qui rappelle justement la célébration de la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. À cette occasion, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentinimba Kangobila, a adressé un message de sensibilisation à la population. Regardez. Chers Quinoises et Quinois, aujourd'hui, je vais vous parler du VIH-Sida. Notre ville, province de Kinshasa, a souscrit depuis 2014 à un engagement international dénommé « Les villes s'engagent ». Parce que les grandes villes du monde portent une grande part du fardeau mondial de l'épidémie du VIH. Pour en finir, il faut plus de leadership politique, le partenariat ainsi que l'investissement pour l'atteinte de l'objectif de la cascade 95-95-95, de mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici à l'horizon 2030. J'en appelle donc à tout un chacun à un renforcement de la prise de conscience sur le fait que le VIH-Sida reste une réalité. Il faut pour cela se protéger et protéger également la communauté. Quinoises et Quinois, la connaissance de votre statut sérologique est nécessaire. Je vous encourage au dépistage du VIH, à la fréquentation des services de prévention, soins, traitements, ainsi que du laboratoire pour suivre la suppression de la charge virale afin de garantir les succès pour l'atteinte de l'objectif de vaincre l'épidémie à VIH d'ici l'horizon 2030. Avec un accent particulier auprès de la population clé, qui sont le moteur de l'épidémie du VIH-Sida. Les professionnels de sexe, les usagers de drogues injectables, les jeunes, les adolescents, les hommes en uniforme. En outre, je vous demande d'éviter la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH-Sida, car en ce moment, ils ont plus besoin de notre soutien. Bana Kinshasa, VIH ezali nabokeseni na sida.
plus de malentendus entre le gouverneur provincial de Lualaba et l'entreprise chinoise Sicomine autour de la paie de taxes locales. Les deux parties sont venues solliciter les bons offices du président de la Chambre des sages pour mettre fin aux divergences qui les opposent. Pour la gouverneure AI de Lualaba, sa province ne tire pas profit des minéraux extraits par Sicomine car cette entreprise chinoise ne paye pas de taxes locales. La Sicomine, à son tour, s'est défendue et soutient qu'elle bénéficie des exonérations se basant sur la convention signée entre la République démocratique du Congo et la Chine, ce qui est à la base de la divergence de ces deux parties. Grâce à la sagesse de Modeste Bahati Lukwebo, les deux parties ont trouvé intérêt d'entente et ont convenu de regarder dans la même direction pour l'intérêt général. Le président du Sénat a rappelé la partie chinoise que la vision du chef de l'État est d'avoir les investisseurs qui font les actions qui profitent à la population dans le respect des lois du pays. À ces jours, comme nous l'avions dit au président du Sénat, nous ne voyons pas l'apport de la société Sicomine au niveau de la province du Lualaba, bien qu'au niveau du pays, au niveau de la République, la société Sicomine est en train d'intervenir. Mais on ne peut pas servir le reste de la République et oublier totalement la province du Lualaba. Donc nous avons échangé des avis là-dessus et nous avons trouvé des compromis de bonnes marches de deux parties, la province du Lualaba, la société Sicomine, pour pouvoir nous mettre ensemble, essayer de chercher des projets sociaux qui vont donner aussi l'avantage à la population de Lualaba. Nous allons travailler pendant peut-être 2 ou 3 jours pour que nous puissions sortir avec des projets favorables à la province de Lualaba. Le président du Sénat a par la suite échangé avec la délégation de la mutuelle des femmes africaines MUFA. Cette structure qui développe les différents services dont l'épargne et les crédits pour ses membres est venue solliciter l'accompagnement du Sénat dans la sensibilisation, la formation et la mobilisation des recettes. Selon Espérance Bello, son PCA, depuis son lancement par le chef de l'État en mars dernier, la MUFA compte plus de 1400 membres dans la ville de Kinshasa et elle est déjà présente dans cette province. Allez, excusez-nous pour ces petits désagréments, un petit problème technique, mais qui s'est arrangé très rapidement. Donc là, vous avez suivi la question sur la paye de taxes locales, une question qui a divisé la province de Lualaba, donc le gouverneur AI, ainsi que l'entreprise chinoise Sicomine qui aboutit plutôt à une résolution heureuse parce que grâce à l'intervention du président Modeste Bahati, président du Sénat, et donc les deux parties se sont maintenant mis ensemble et ont un regard positif et regardent bien entendu dans la même direction. Alors d'une province à une autre, on va prendre cette fois-ci le Sud Kivu où le gouverneur Théo Ngwabidje a été destitué par les députés provinciaux visés par une motion de défiance. Depuis un temps, le gouverneur a brillé par son absence, préférant se rendre à Kinshasa. 28 voix sur 35 ont voté sa déchéance dans une ambiance très tendue entre les élus provinciaux et la police. Regardez. Députés provinciaux du Sud Kivu avec leur base face à la police nationale congolaise, prêts à en découdre à la moindre étincelle. C'est l'ambiance qui a prévalu ce matin à l'Assemblée provinciale de Bukavu. Les élus provinciaux se sont vus empêchés d'accéder dans la salle de plénière par la police alors qu'ils devaient se pencher sur la motion de défiance adressée au gouverneur Théo Ngwabidje. Pendant que députés provinciaux et policiers se bousculent
bousculé, d'autres sources annonçaient les voyages du gouverneur incriminé pour Kinshasa. Il serait invité par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Les refus de Théo Ngwabidje de répondre à la convocation des députés provinciaux ne les a pas empêchés de les destituer de son poste. Sur 33 députés provinciaux, 28 ont voté pour son départ contre 5 bulletins nuls. Allez, on va prendre cette fois-ci la formation en maçonnerie initiée par l'ASBEL. Penson Bercail a reçu Madame Isabelle Kibassa Maliba, marraine de cette formation. C'était le week-end passé, donc je vous propose cet élément qui a été notamment repris dans le cadre de la rétro de cette semaine. La troisième journée de la formation en immersion au métier de construction qui se tient en Guiringiri a accueilli une forte personnalité, une dame d'exception, Isabelle Kibassa Maliba, dont la réputation dépasse nos frontières. L'épouse de Jean-Claude Tshisekedi, fils aîné de Tien Tshisekedi Wamulumba, grand frère de l'actuel chef de l'État, marraine de ces projets initiés par Pichu Matoisiloa, président de l'ASBEL Penson Bercail, a effectué une visite de réconfort qui lui a permis de palper du doigt les réalités de cette formation. En véritable politicien, ancienne députée provinciale socialiste de Brabant-Wallon, a prononcé ses premières phrases devant les enfants en lingala pour les encourager. Pour travailler vraiment malade, en tout cas, il faut que ça tout le temps. Place par rapport aux abino car le quoi, il y a comme ça, comment on s'est amuqué. Quand on a la formation, voilà, il y a penza, il y a et c'est tout ce que moi j'espère. Je suis heureuse de voir qu'il y a aussi des filles, mademoiselles, Miss. Ça me fait vraiment plaisir parce que bon, il ne faut pas non plus, petit que d'accord, on peut tout faire aussi nous autres. Donc moi, ça me fait plaisir. Je vais prendre de vos nouvelles et puis je viendrai un jour sur le chantier. Maman Isa, toujours attachée aux valeurs, aux principes d'une femme qui milite pour l'encadrement de la jeunesse. C'est pourquoi elle n'hésite pas de bouger son portefeuille pour que le jeune de son pays, qui est la RDC, apprenne un métier qui fera d'eux utile à la société. Très satisfaite de ce qu'elle a vu, la belle-sœur du président de la République s'exprime en ces termes. Bon, ma première appréciation, c'est un grand sentiment de gratitude vis-à-vis des ingénieurs qui se sont réunis pour redescendre de là où ils sont et venir chercher les autres d'où ils viennent, d'où ils sont et les mettre à niveau. C'est la première chose que je ressens, c'est beaucoup de gratitude vis-à-vis des ingénieurs. D'abord parce qu'on connaît la grosse problématique ici de la jeunesse. Souvent, on a des enfants qui sont un peu désœuvrés ou des enfants qui sont exploités parce que le petit qui a commencé peut-être aujourd'hui ici, on va l'exploiter, on l'a peut-être exploité il y a quelques temps en disant tu vas faire peindre ce mur, on te paye demain, après-demain pour juste ça. Alors qu'ici, maintenant, ces enfants sont venus prendre de la valeur ajoutée. Et c'est une autre chose. Moi, ma motivation, c'est vraiment sortir le maximum des jeunes du désœuvrement, mais aussi leur apprendre quelque chose et aller très vite. On n'a pas besoin de gros diplômes, on n'a pas besoin, il faut être pratique, il faut être pratique et rentrer directement dans le secteur de la construction et j'espère que ça donnera des idées aussi à d'autres pour aller dans d'autres secteurs. Il n'y a pas que la construction, il y a l'agriculture, il y a beaucoup de choses où on peut aussi encore amener les jeunes qui puissent sortir de là où ils sont, surtout leur donner une valeur. En tant que marraine, je vais essayer de porter ça au plus haut que je peux, forte de ce qu'ils auront appris eux. Ce sont eux mes enfants, ce sont eux qui vont me porter. Et j'irai plus loin pour pouvoir demander à ce que ça soit, qu'on puisse revoir en fait le projet ici et pour pouvoir le diffuser encore ailleurs. Et vous venez de me donner une idée. Et je connais la ministre, c'est une femme de cœur. En tout cas, à mon avis, elle m'écoutera et peut-être, Inch'Allah, comme disent les autres, je vous amènerai ici. Il s'est dénoté que l'invité de marque du président Pichu Matoisiloa a commencé par une visite du conservatoire Joseph Dianguinda Kuntima, qui est une école de musique. Et la culture, pour mettre un terme à cette édition rétrospective, une culture qui s'est démarquée cette semaine. C'est pourquoi nous allons vous informer sur cela. Retenez déjà que les jazzmen de la ville de Kinshasa ont été cette année
encore à l'honneur à l'occasion de la 5e édition du festival Kinshasa Jazz qui s'est tenu pendant 2 jours à Kinshasa évidemment, soit du 3 au 4 décembre dernier. L'annonce a été faite le mercredi 1er décembre par l'initiateur de ce festival, Paul Ngoyi, à la halle de la Gombe au cours d'une conférence de presse. Patricia Kilunga pour les détails. Pour cette 5e édition du festival Kinshasa Jazz, les thèmes choisis est Jazz 25, question de rendre hommage à ceux-là qui ont marqué le quart de siècle de ces mouvements. C'est ce qu'a indiqué Paul Ngoyi, l'initiateur de ce projet. C'est un mouvement qui grandit depuis 25 ans et on s'est dit que non, il est temps quand même de célébrer ça à 25 ans. C'est quand même un bon parcours et le festival dédie cette année spécialement à cette célébration. On vient de perdre l'un des principaux, c'est vraiment l'un des principaux animateurs de ce mouvement, M. Serge Goncho. C'est lui vraiment qui nous a tous réunis pour organiser ce mouvement. On vient de perdre, nous regrettons. Et à travers ces festivals, nous allons aussi lui rendre hommage. La particularité de cette édition 2021 se trouve dans la remise du prix Award Jazz qui sera décerné aux jeunes talents qui sont dans le domaine de jazz de plus ou moins 10 ans de carrière, a fait savoir Gabriel Wadikesila. On est parti de rien et on a dû se battre, on a vraiment travaillé parce que dès lors qu'on avait compris que le talent ne suffisait pas, et c'est là qu'on s'est mis vraiment à bosser. On est de tradition orale et tu dis à un batteur, viens avec un cahier, c'était nouveau. Ben écoute, ils sont arrivés, puis avec le cahier, bon, on écrivait tout, donc c'est dit que même le drummer, il avait son cahier. Le festival connaîtra la participation des artistes tant nationaux qu'internationaux, entre autres, les groupes Kinshasa Jazz Band, Kinshasa, Julie Eriksen de la France, Kim Danson des États-Unis et le guest Mohombi. Je prends l'occasion de vraiment faire quelque chose de sympa, d'où le fait qu'on va faire on a même 2 jours de répétition ici avec l'orchestre. Le jazz, moi je l'ai connu, je ne veux pas dire que je suis un grand jazzman, mais durant ma vie d'artiste et musicien, j'ai eu le plaisir et l'avantage de pouvoir connaître pas mal de musiciens de jazz. Et aujourd'hui, je me retrouve encore en RDC. J'habite à Kinshasa depuis comme maintenant 2-3 ans. Et c'est un peu un retour à la case départ, un retour aux sources, un repositionnement musical. Et donc le Mombi que vous allez voir samedi est définitivement la fusion entre celui que vous avez connu dans le passé et le nouveau Mombi. Cette conférence de presse s'est couronnée dans une ambiance de jazz, annonçant déjà le 2 jours du festival Kinshasa Jazz. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition rétrospective de ce dimanche 5 décembre 2021. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.